Je me réjouis que ce débat puisse avoir lieu au sein de notre hémicycle, tant ce sujet suscite à la fois de vives inquiétudes et des récupérations politiques de toutes sortes. C'est un sujet sensible et c'est heureux qu'il le soit, qu'il le reste. C'est un sujet sensible et c'est la raison pour laquelle nous devons l'aborder. Vous l'aurez compris, je me félicite que mon groupe en soit à l'initiative. Aussi tenais-je à remercier mes collègues Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy pour leur rapport d'information qui, aujourd'hui, 4 ans après, doit sans nul doute être de nouveau actualisé. Notre pays peut s'enorgueillir d'être une terre d'accueil et c'est afin qu'il puisse le rester que nous devons être fermes avec ceux qui chercheraient à dévoyer sa politique. Il faut parfois le rappeler, lorsque nous évoquons ces mineurs non accompagnés, nous parlons avant tout de vies brisées et d'enfants déracinés. Oui, tout enfant privé de son milieu familial sur notre sol mérite notre protection. Certains individus sans vergogne cherchent à bénéficier des moyens qui ne leur sont pas réservés et nuisent ainsi à la qualité de prise en charge de ces mineurs en grande difficulté. Cet accueil, qui est d'abord un drame humain, a aussi un coût, 2 milliards d'euros par an. Et l'Assemblée des départements de France nous alerte en estimant que près de 70% de prétendus mineurs ne le sont pas en réalité. Je vous laisse faire le calcul. Pour pouvoir être à la hauteur de notre idéal, nous devons sans relâche et de manière concomitante lutter contre les réseaux qui exploitent cette misère humaine. Certains témoignages au sein des ASE sont édifiants. En effet, il arrive que le personnel voit plusieurs individus se présenter devant eux avec exactement le même certificat de naissance. Sans scrupule, ces individus, avec l'aide de passeurs, cherchent à être identifiés comme mineurs et connaissent parfaitement notre système administratif et ses failles. Nos départements sont débordés et les coûts imposés sont très supérieurs à la compensation accordée par l'État. Sous cette présidence, et après des heures de négociation, la participation de l'État est passée de 12 à 14%, alors qu'en 2010, ces mineurs étaient 4 000 contre près de 40 000 aujourd'hui. J'évoque des coûts imposés, car le gouvernement ne fait rien pour y remédier. En effet, certains départements, par idéologie, ou devrais-je dire posture politicienne, fragilise l'ensemble de notre politique d'accueil. La gestion des flux migratoires n'est pas une compétence départementale, mais bien régalienne. Il s'agit désormais à l'État de porter ses responsabilités. C'est bien l'État qui rend possible qu'un tiers des départements se refuse au renseignement d'un fichier national recensant les demandes de prise en charge et ainsi permettre de lutter contre les demandes répétitives et abusives. Aujourd'hui, des individus reconnus majeurs dans un département peuvent en solliciter un autre, puis un autre, puis un autre. D'autant que nos forces de l'ordre se retrouvent également dans l'incapacité de connaître la minorité ou non d'une personne interpellée, et donc de faciliter soit sa prise en charge par l'ASE lorsqu'elle est effectivement mineure, ou son expulsion du territoire lorsqu'il n'en est rien. Dans un article publié dans Midi Libre le 7 novembre dernier, le ministre de l'Intérieur se désolait qu'il n'y ait pas d'obligation à remplir ce fichier. Heureusement que vous êtes aux affaires, monsieur le ministre, heureusement que vous disposez d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ces départements handicapent sciemment notre politique d'accueil et, je le crains, l'incitation financière née du décret du 23 juin 2020 ne sera pas suffisante. Une nouvelle fois, il s'agit de décourager des individus qui cherchent à bénéficier d'aides dues à des mineurs en détresse. Pour y parvenir, puisque ces personnes se présentent sous de faux papiers, quand elles ne se présentent pas sans papier, nous devons pouvoir recourir aux tests osseux qui, même s'ils ne sont pas infaillibles, contribuent à un faisceau d'indices dont nous ne pouvons pas passer à la matière. Prenons le temps, à cet égard,
de préciser qu'il s'agit d'une simple radio qui, par ailleurs, peut être refusée. En somme, nous devons nous préoccuper de la véracité de la situation du demandant. Il importe de constater sa minorité comme son isolement. En la matière, nous devons nous donner beaucoup plus de moyens. Il y a peu, j'ai eu à solliciter la direction de l'accueil de la préfecture du Gard au sujet d'un visa. Ils sont débordés, alors même qu'il s'agit d'une ressortissante de bonne foi, et faisant ce constat, je ne pouvais que m'interroger, non sans perplexité, sur le suivi que pouvait être réservé aux demandeurs dont la majorité avait été établie. Cette tentation que certains départements font naître fait le jeu de réseaux mafieux. D'abord, parce que ceux déboutés, bien qu'en situation irrégulière, n'en sont pas moins sur le sol français et que dans l'attente d'un éloignement, ils devront subvenir à leurs besoins. C'est alors, à cette occasion, que ces réseaux profitent de cette vulnérabilité. Aussi, et c'est peut-être encore plus grave, parce que les enfants, bel et bien mineurs, ne sont plus en mesure d'être suffisamment encadrés, qu'ils peuvent être facilement embrigadés. Ces réseaux sont alors doublement gagnants, et j'espère ne pas être le seul à ne pas m'y résoudre. Car cette générosité d'apparat, facile à tenir en discours, nuit à notre capacité d'accueil. Ces enfants, car nous parlons bien d'enfants, doivent pouvoir suivre une formation, être logés, être suivis, et cela représente un coût estimé à 50 000 € par an et par enfant, sans compter d'éventuels frais de santé. Chaque année, le flux de prétendus mineurs est estimé à 37 000 personnes. Je dis bien chaque année. Rappelons qu'un enfant de 14 ans doit être au minimum accompagné dignement durant les prochaines 4 années. Nous ne pouvons laisser de faux mineurs user de notre générosité et ainsi grever l'assistance à ces jeunes au parcours déjà si difficile. En ayant dressé ce tableau, j'espère, monsieur le ministre, que vous aurez perçu qu'il ne s'agit pas là d'un enjeu départemental, mais bien national, et qu'il vous revient d'y apporter une réponse à la hauteur. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, pour 8 minutes. Monsieur le Président, je suis limité à 8 minutes. Oui. D'accord. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Burgoa, merci pour vos mots, tout d'abord, d'avoir évoqué la sensibilité du sujet que nous allons évoquer en cette fin d'après-midi, d'avoir rappelé que ces enfants, car ce sont des enfants, vous l'avez répété à plusieurs reprises, méritent notre protection. C'est un devoir, c'est notre honneur aussi que de protéger les enfants. D'avoir dit qu'il fallait faire montre de pragmatisme et non pas d'idéologie ou de récupération politique. Merci à vous, au groupe des Républicains, de porter ce sujet aujourd'hui dans l'hémicycle. Un sujet qui fait l'objet, évidemment, d'un travail interministériel important, qui concerne de nombreuses administrations, ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Solidarités et de la Santé, l'Éducation nationale. Je reviendrai sur ce que vous avez dit, évidemment, s'agissant de l'articulation entre l'État et les départements. Depuis que j'ai été nommé il y a de cela 2 ans, à l'enfance et aux familles, j'ai demandé à assurer le pilotage de cette question-là, avec l'ensemble des autres ministres et ministères de ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, ce sont des enfants. Et qu'il était normal que ce soit le ministre chargé de l'enfance qui ait la responsabilité de ce sujet-là. Derrière cet acronyme que nous allons beaucoup utiliser cet après-midi, MNA, ne jamais oublier qu'il y a des personnes. Derrière les chiffres, les procédures que nous allons évoquer,
Ne jamais oublier qu'il y a des enfants et qu'à ce titre, je le répète, ils doivent être protégés. Derrière cet acronyme aussi, il y a des réalités très différentes. On va parler des MNA comme d'un bloc homogène, ce qui n'est pas conforme à la réalité. Il y a autant de réalités différentes comme il y a autant d'enfants, parce que chaque enfant est différent. Ces enfants viennent de pays différents. Quel point commun entre un enfant du Bangladesh, un enfant qui vient du Mali, du Maghreb, si ce n'est peut-être qu'il est un enfant et qu'il a le droit à la protection en tant que tel. Ces enfants ont des motivations pour rejoindre notre pays qui sont différentes. Ils ont des parcours migratoires très différents. Et ils ont aussi une volonté d'intégration de notre pays qui peut différer. C'est une réalité, ça aussi. Alors c'est un sujet divers, c'est un sujet complexe, et depuis que je m'en occupe, je vous le dis en toute sincérité, j'essaye de faire montre d'humilité, parce que c'est un sujet compliqué, et je sais que c'est un sujet compliqué pour les départements et pour les élus locaux. Un certain nombre d'entre vous avaient été. Le pragmatisme, loin de toute idéologie, et avec une seule boussole, l'intérêt de l'enfant. Et je souhaite que ce débat, vous l'avez souhaité également, monsieur le sénateur, suive ces quelques grands principes, loin de tout amalgame, de tout raccourci, de toute généralité, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Alors, pour bien débattre, je pense qu'il va y avoir une situation précise de la réalité. Donc je me permets de partager avec vous quelques chiffres, vous l'avez dit. On a parfois les mêmes, parfois ils diffèrent un peu. Nous aurons l'occasion d'y revenir à travers les différentes questions qui me seront adressées. Effectivement, il n'était que 13 000 mineurs non accompagnés en 2016 sur notre territoire. Au 31 décembre 2019, ce sont 31 000 mineurs non accompagnés. L'augmentation a été particulièrement forte, vous le savez, sur 2 années précises, puisqu'entre fin 2016 et fin 2018, le nombre de mineurs non accompagnés a cru de plus de 115%. Depuis, la situation a quelque peu changé. Alors que plus de 17 000 personnes avaient été reconnues mineures en 2018, sachez que ce chiffre a chuté à 9 000 en 2020. Reconnaissance de minorité. Vous savez déjà qu'en 2019, il y avait déjà eu une légère diminution, puisque en termes de flux, excusez-moi le terme, nous avions baissé de 1,5%. Et j'aurai à l'occasion de ce débat de revenir sur ces fluctuations. 95% de ces mineurs sont des garçons. La grande majorité, 77%, ont 15 et 16 ans. Ils viennent principalement, vous le savez, de Guinée, du Mali et de Côte d'Ivoire, pour 2 tiers d'entre eux, et du Maghreb. Légère progression ces dernières années, à peu près à hauteur de 10%. C'est environ 1771 jeunes qui viennent du Maghreb, qui sont aujourd'hui sur notre territoire. Alors face à cette réalité, le gouvernement, les pouvoirs publics, les départements, veillent à améliorer la protection de ces mineurs. 3 exemples. La contribution que vous évoquiez, monsieur le sénateur, de l'État au département financière comprend un forfait dédié à la réalisation de bilans de santé. Dans les 500 € par jeune évalué mis à l'abri, 100 € sont consacrés, nous l'avons souhaité, au bilan de santé à la fois physique et psychique de ces jeunes. Et on peut avoir ainsi une première évaluation. Sachez par ailleurs que nous avons souhaité que un renforcement de ce bilan de santé, notamment sur la partie évaluation psychologique, on peut comprendre aisément que ces jeunes puissent souffrir, vu ce qu'ils ont vécu, de certains traumatismes psychologiques. Et donc le renforcement de ce bilan de santé fasse partie des réflexions d'une mission quadripartite que nous avons missionnée avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé et moi-même en octobre dernier. C'est un enjeu majeur dont découle évidemment énormément de difficultés. Cette mission quadripartite sur la question de l'évaluation et de la prise en charge des mineurs non accompagnés devrait rendre ses conclusions d'ici la fin du premier semestre. Même logique d'amélioration de la protection avec, ça vous surprendra peut-être que je l'évoque à ce moment-là, le fichier AEM, d'aide d'évaluation à la minorité. On y reviendra aussi, j'imagine. Ce fichier, vous l'avez dit, permet de faire en sorte que ce soit les mineurs, effectivement mineurs, qui bénéficient du système de protection.
et non pas des majeurs qui viendraient emboliser le système. Ce fichier, c'est aussi une protection pour les mineurs. Ceux qui ont été évalués mineurs, s'ils changent de département, ne peuvent plus se voir contester leur minorité, comme ça pouvait se passer par le passé. C'est ça aussi, le fichier AEM. Nous y reviendrons. Dernier exemple, une meilleure protection, d'un meilleur accompagnement des jeunes mineurs non accompagnés. La circulaire publiée par le ministre de l'Intérieur en septembre dernier, visant à proposer aux mineurs non accompagnés placés à l'ASE, engagés dans un parcours professionnalisant, d'anticiper l'examen de leur droit au séjour à la majorité. On ne peut plus attendre 18 ans moins le quart pour se poser la question de l'insertion professionnelle d'un jeune. Il faut que dès 17 ans au plus tard, on commence, préfecture et département, à se poser ces questions-là. Enfin, vous me laissez un peu rapidement conclure. Quelques instants, oui, monsieur. Quelques instants pour aborder l'accompagnement de l'État auprès des départements. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Quelques exemples là aussi. On y reviendra dans le détail. Vous savez que le programme 304 est destiné justement à la participation financière auprès des départements de la part de l'État, avec d'une part une participation forfaitaire. Vous avez parlé d'heures de négociation, monsieur le sénateur. Ce mécanisme a été élaboré avec l'Association des départements de France. Nous sommes mis d'accord pour effectivement qu'un forfait de 90 € pendant 14 jours, puis de 20 € pendant 9 jours, un forfait de 6 000 € par jeune mineur non accompagné supplémentaire par rapport à l'année suivante sur un quorum de 75%, fasse l'objet d'une contribution de l'État au département. C'était 96 millions d'euros en 2018, 33 millions d'euros en 2019, selon les nouveaux critères. Et puis il y a l'aide exceptionnelle, le dispositif Cazeneuve, qui a été reconduit depuis. Dès mon arrivée, un président de conseil départemental, Stéphane Troussel, pour ne pas le nommer, m'a alerté sur des difficultés liées à la clé de répartition des mineurs non accompagnés. Je me suis engagé à ce que nous revoyions cette clé de répartition afin qu'il y ait une répartition plus équitable qui tienne davantage compte de la situation de chaque département. C'est ce que nous avons fait. Deuxième exemple, de l'accompagnement, je conclus, Monsieur le Président, de l'accompagnement de l'État face au département, et je développerai d'autres aspects de cet accompagnement au travers des questions dont je ne doute pas que vous l'aborderez au fil de nos échanges. Voilà, vous aurez l'occasion de revenir sur un certain nombre de points, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Madame Éliane Assassi, la présidente Éliane Assassi, pour le groupe CRCE pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Une fois de plus, nous sommes invités à débattre de ce sujet des mineurs non accompagnés, autrefois qualifiés de mineurs isolés étrangers, ce qui définissait, selon nous, bien mieux leur véritable statut d'enfant étranger se trouvant seuls, c'est-à-dire sans responsable sur notre territoire. Mon groupe était à l'initiative d'un débat sur ce thème en 2018, en posant, dès l'intitulé du débat, la question de la prise en charge de ces mineurs. Ici, nos collègues n'ont pas posé de problématique précise. Mais à l'image de la mission d'information en cours à l'Assemblée nationale, ne s'agirait-il pas d'évoquer principalement les problèmes de nature diverse qui seraient causés par ces mineurs et de la réponse pénale à adopter ? Je m'interroge. Nous ne partageons pas, évidemment, cette approche du sujet. Forcés à un exil dont nous avons une part de responsabilité tributaire de nos politiques migratoires, ces MNA sont victimes d'enfermement aux frontières, dans les centres de rétention administrative, dans les zones d'attente, avant d'être bien souvent criminalisés, pointés du doigt. Je vous le redis avec force, nous ne pouvons traiter ces mineurs étrangers autrement que comme nos propres enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant et la protection de l'enfance doivent toujours primer. C'est pourquoi il est maintenant nécessaire et urgent de mettre en place un réel dispositif d'accueil et de prise en charge de ces mineurs, en cessant immédiatement tout enfermement de ces mineurs étrangers et en garantissant leur mise à l'abri inconditionnelle, en cessant également le recours aux tests osseux. Enfin, nous vous le demandons, Monsieur le Ministre,
Ne serait-il pas temps d'instaurer un dispositif financé, bien sûr, de prise en charge de ces mineurs isolés étrangers qui serait juridiquement contraignant pour tous les conseils départementaux, notamment en termes de places d'hébergement en foyer, en famille d'accueil et en poste de travailleurs sociaux? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, ce dispositif que vous appelez de vos voeux, en réalité, existe déjà. Il y a une obligation, ça relève de nos obligations internationales, de notre droit interne, de mettre à l'abri toute personne se déclarant mineure. C'est ce que font effectivement les conseils départementaux, et je commençais à l'évoquer. L'État accompagne, et d'un point de vue financier, je l'ai développé, mais aussi sur le fond, les départements. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de départements ou des associations auxquelles ils déléguaient la question de l'évaluation que vous évoquiez, des difficultés, une iniquité de traitement aussi, du point de vue des enfants de territoire à territoire. C'est la raison pour laquelle, notamment, la Direction générale de la cohésion sociale a émis un guide d'évaluation de la minorité afin d'homogénéiser les pratiques et d'aider les départements dans cette mission-là. Donc, obligation, méfions-nous aussi de ne pas faire de distinguo entre les enfants, de ne pas filiariser, excusez-moi du terme, je l'utilise à dessein, les enfants. Les enfants mineurs non accompagnés ont droit à la même protection, une fois qu'ils ont été évalués mineurs, à la même protection que les enfants nés sur le territoire national. Donc ce droit inconditionnel, il existe. Il y a une évaluation de la minorité qui est faite, dont vous savez qu'elle doit répondre à un faisceau d'indices, une évaluation sociale, une fois encore, dont les modalités ont été précisées dans le cadre du guide d'évaluation de la Direction générale de la cohésion sociale. La possibilité de recourir, vous l'avez évoqué aussi, aux tests osseux, de façon très encadrée. 2 décisions du Conseil constitutionnel, une précisément, encadre le recours aux tests osseux, dit qu'en tant que tel, cela ne peut pas constituer une preuve de l'âge d'un enfant, parce que l'on sait, les scientifiques nous le disent, en particulier à cet âge-là, il est très difficile d'avoir des certitudes sur l'âge de l'enfant concerné, mais que par ailleurs, ça ne porte pas atteinte au principe de dignité humaine. Donc le recours est encadré, ça ne peut être qu'un faisceau parmi d'autres, c'est décidé, vous savez, sur décision judiciaire, bref, c'est encadré. Voilà, madame la... Ah, je dépasse beaucoup déjà, monsieur le président, je m'en excuse. Merci, monsieur le ministre. Une réplique, madame la présidente Assassi ? Oui, non, merci, monsieur le ministre, pour votre réponse, mais j'ai quand même le sentiment que vos propos se heurtent au principe de réalité. Les droits des enfants, et particulièrement des enfants étrangers isolés, ne sont pas respectés, puisque nous savons très bien, et vous le savez, que des enfants sont enfermés dans des centres de rétention, restent dans les zones d'attente et qu'in fine, leurs droits ne sont pas du tout respectés. Et je crois qu'il serait temps de regarder ce principe de réalité avec courage et d'essayer de trouver les remèdes pour qu'il n'en soit plus ainsi et que les droits de l'enfant soient véritablement respectés. Merci, chers collègues. La parole est à madame Élisabeth Doineau pour 2 minutes pour le groupe Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, tout d'abord, merci à notre collègue Laurent Burgoa d'avoir initié ce débat et également d'avoir rappelé ce rapport que nous avions pu faire avec notre ancien collègue Jean-Pierre Godefroy. Nous nous étions à l'époque concentrés sur les questions complexes concernant l'évaluation des jeunes mineurs non accompagnés et aussi sur l'hébergement. Ça reste 2 sujets, 2 questions centrales, comme en témoigne le récent rapport d'ailleurs de l'IGAS. Je voudrais aussi signaler que nous avions émis 30 propositions afin d'améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés à cette époque. Mais je souhaite ici rebondir sur l'actualité pour évoquer la question de la formation et de l'obtention d'un titre de séjour.
Vous avez en mémoire le boulanger Stéphane Ravaclé qui a entamé une grève de la faim pour que son apprenti puisse obtenir un titre de séjour, ce qu'il a obtenu depuis d'ailleurs. La situation de Laye Fodé Traoré n'est malheureusement pas isolée dans notre pays. Vous avez rappelé, Monsieur le ministre, les nouvelles dispositions pour anticiper effectivement ce droit au séjour depuis septembre dernier. Mais pour y remédier, il y a encore des freins. Et nous évoquions dès 2017 3 propositions. D'abord, de renforcer les partenariats entre CASNAV et Direct afin d'identifier les formations professionnelles et d'apprentissage, rendant plus facilement les MNA éligibles au titre de séjour au moment de leur majorité. C'était la proposition numéro 27. Ensuite, nous avions proposé de modifier l'article L313-15 du CESEDA afin que le critère de suivi d'une formation à l'admission au titre de séjour soit élargi aux formations d'enseignement général. C'était la proposition numéro 28. Pour terminer, nous avions proposé de réitérer par circulaire le droit inconditionnel des MNA à se voir délivrer une autorisation provisoire de travail dans le cadre d'une formation. C'était la proposition numéro 30. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures vous comptez mettre en œuvre afin que les mineurs non accompagnés engagés dans une formation puissent réellement bénéficier d'un parcours plus facilitant dans l'obtention d'un titre de séjour? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, merci Madame la sénatrice. Désolé de ne pas avoir cité effectivement dans mon propos introductif le rapport que vous aviez commis. Et je vous en remercie notamment pour les propositions dont un certain nombre sont encore en expertise chez nous, mais vous dire d'ores et déjà peut-être ce que nous avons mis en place. Je l'évoquais brièvement, vous l'avez évoqué, la nécessité d'anticiper les situations pour éviter les ruptures. Il y a une circulaire du 21 septembre 2020 du ministre de l'Intérieur qui est partie à l'ensemble des préfectures afin qu'ils se rapprochent des départements. C'est parti du terrain, je crois que c'était un déplacement dans l'Oise, sauf erreur, où effectivement la préfecture, le président du conseil départemental avait mis en place cette convention qui faisait qu'à 17 ans au plus tard, on se mettait autour de la table et on regardait la situation du jeune sans lui promettre forcément qu'il aurait des papiers à 18 ans, mais déjà pour voir dans quel parcours d'études professionnalisant il s'inscrivait et afin de pouvoir dresser une trajectoire, faire baisser un peu la pression qui reposait sur l'épaule du jeune parce qu'il avait d'ores et déjà un peu plus de perspectives. C'est tout le sens de la circulaire qui a été envoyée et dont je sais qu'elle n'est pas encore forcément appliquée sur l'ensemble du territoire. Il s'avère, Madame la sénatrice, que le boulanger que vous évoquiez, j'étais au téléphone avec lui cet après-midi, justement pour échanger un peu sur la situation, maintenant que la situation était redescendue en quelque sorte, échanger sur la situation du jeune, qui n'est effectivement pas un cas isolé. Deuxième sujet, peut-être dans l'esprit d'une des propositions que vous évoquiez, dispositif que nous avons annoncé récemment pour tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, mais qui concerne aussi les mineurs non accompagnés, la question de l'insertion professionnelle. Nous avons signé avec la ministre Brigitte Klinkert, sous le haut patronage, j'ai envie de dire, de l'ADF, avec l'Union nationale des missions locales, dont une de vos collègues est vice-présidente, mais je ne la vois pas ici aujourd'hui, ainsi qu'avec l'ANAPAGE, nous avons signé une convention afin que les missions locales initient une démarche d'aller vers les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, qu'ils puissent aller dans les foyers auprès d'eux, là aussi à 17 ans au plus tard, au moment de l'entretien d'autonomie, afin de voir dans quel parcours ils s'inscrivent et quels dispositifs, notamment tous ces dispositifs que nous avons déployés dans le cadre d'un jeune, une solution, quels dispositifs peuvent être mis à leur disposition. Vous l'avez peut-être vu aussi, j'ai annoncé que pour tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, une contribution financière de 500 € seront également attribuées pour tous ces jeunes qui n'ont ni formation ni emploi par ailleurs. Merci Monsieur le ministre. Donc la parole est à Monsieur Hussein Bourgi du groupe socialiste écologiste républicain pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de ce débat que nous avons aujourd'hui et je voulais remercier nos collègues du groupe républicain qui nous en donnent l'occasion. Monsieur le ministre, dans un courrier du 8 octobre dernier, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, écrivait au Premier ministre de la France, Jean Castex, pour évoquer la politique publique concernant les MNA. Dans ce courrier, il pointait un certain nombre de défaillances et de carences de la part de l'État dans la prise en charge de ces mineurs non accompagnés, en tout cas ceux qui se déclarent comme tels. Il pointait en particulier un manque de pilotage et d'organisation interministérielle. Il indiquait même qu'ils étaient fragiles. En filigrane, il indiquait ce que nous savons tous et toutes,
Et ce que nous constatons dans nos départements, et mon collègue Laurent Burgoa le sait comme moi, nous en sommes les uns et les autres témoins dans nos départements mitoyens, le Gard et l'Hérault et le Gard, nous avons le sentiment que l'État se défausse sur les départements, nous laissant à nous seuls le soin de prendre en charge ces mineurs non accompagnés. Alors qu'une politique ambitieuse, une politique transversale de prise en charge des mineurs non accompagnés devrait réunir autour d'une même table les départements, votre ministère, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il y a ensuite un deuxième point qui a été pointé dans ce courrier, c'est la préparation insuffisante à la sortie de ces jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ma question elle est toute simple. Quelles mesures ont été prises depuis que ce courrier a été adressé? Quelles dispositions le gouvernement compte prendre dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour desserrer l'étau autour des départements? C'est un sujet sensible, c'est un sujet sérieux. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais pour l'immédiat, j'aimerais bien avoir votre éclairage sur le pilotage et la coordination de l'action gouvernementale. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Chers collègues, Monsieur le Ministre, pour 2 minutes maximum. Oui, excusez-moi, je vais prendre le rythme, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur. Les remarques du Président de la Cour des comptes concernant effectivement la conduite et le pilotage de mineurs non accompagnés concerne et en fait s'applique à l'aide sociale à l'enfance dans son ensemble. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un autre rapport de la Cour des comptes à cet égard. Effectivement, défaut de pilotage, insuffisant pilotage de cette politique. Et pour rebondir sur les propos de Monsieur le Sénateur tout à l'heure, moi j'ai toujours été très clair avec vous, je pense, et avec les présidents de conseils départementaux. Il y en a un certain nombre qui sont dans cette salle, qui ont été élus récemment, que je salue. L'État n'a pas toujours été au rendez-vous de ses propres responsabilités et de ses propres compétences. Et pour moi, la protection de l'enfance, je l'ai toujours dit, ne hurlez pas, ce n'est pas une compétence décentralisée, c'est une compétence partagée. Parce que, Monsieur le Sénateur, la vie d'un enfant, qu'il soit mineur non accompagné ou pas, ne suit pas notre organisation administrative, notre organisation institutionnelle. Et en réalité, les points de contact entre l'État et les départements sont permanents tout au long de la vie d'un enfant. Et on sait par ailleurs que ces enfants ont une scolarité plus compliquée, pour les raisons qu'on imagine. Je parle de tous les enfants de l'aide sociale à l'enfance, ça vaut aussi pour les mineurs non accompagnés. Que leur santé est moins bonne que les enfants de leur âge. Bon, ça, c'est plutôt côté de l'État que ça se passe. La question de l'accompagnement vers l'autonomie, là aussi, il y a un point de contact entre l'État et les départements. Et effectivement, ce que pointe ce rapport est tout l'enjeu d'une réforme de la gouvernance de l'aide sociale à l'enfance qui concerne aussi les mineurs non accompagnés, que je porte et dont j'espère que vous aurez l'occasion d'en débattre dans les semaines à venir, vise justement à renforcer ce pilotage et qu'il y ait une meilleure coopération et une meilleure coordination entre les différents intervenants au sein de l'État et entre l'État et les départements. Merci, Monsieur le Ministre. Une réplique, Monsieur Bourgi? Non, pas de réplique, donc je passe la parole à Alain Cadec pour les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Ministre, 2 milliards d'euros, c'est le coût annuel estimé par les départements pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. En 2020, le coût d'accueil d'un MNA est estimé à 50 000 € par an, comme cela a déjà été dit. Face à l'augmentation massive du nombre de mineurs non accompagnés étrangers, qui a triplé entre 2016 et 2018, même si ça va un peu mieux maintenant, les services départementaux doivent s'organiser dans l'urgence, sans les moyens et les structures adaptées. Sur le plan budgétaire, les dépenses ont considérablement augmenté. À titre d'exemple, en 2016, le département des Côtes-d'Armor dépensait 2,5 millions d'euros pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Ce budget est passé aujourd'hui à 8 millions d'euros. Le département reçoit certes des aides de l'État, mais qui sont loin de compenser toutes les dépenses. En 2019, l'État budgétait ainsi seulement 141 millions d'euros, alors que le coût évalué par l'ADF était, je le rappelle, de 2 milliards d'euros. C'est un gouffre financier pour les départements, qui s'ajoute d'ailleurs à la non-compensation croissante des allocations individuelles de solidarité. Chaque département se voit imposer chaque année par l'État un pourcentage de MNA à accueillir, qui se révèle parfois, au terme d'une procédure d'évaluation ou même au cours de leur prise en charge, être en fait des majeurs.
L'État laisse les collectivités gérer seules les conséquences de son manque de courage politique. Une fois de plus, l'État est aux abonnés absents. La question des MNA est une question liée à la politique migratoire, monsieur le ministre. C'est donc bien une prérogative régalienne. Alors, cerise sur le gâteau, le gouvernement vient de décider unilatéralement d'interdire aux départements d'héberger les MNA dans des hôtels. Tout cela sans proposer d'alternative, qui d'ailleurs n'existe pas. Monsieur le ministre, le gouvernement a-t-il l'intention de prendre sa part de responsabilité dans la gestion du flux migratoire afin de désengorger les demandes d'accueil et d'accompagnement de ces jeunes et assumer ainsi ses responsabilités? Va-t-il enfin soutenir efficacement les conseils départementaux en leur donnant les moyens nécessaires afin d'accueillir ces mineurs non accompagnés? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, cher ami. Monsieur le sénateur, merci Monsieur le Président. Quand le gouvernement, moi-même, décidons que dans notre pays, il ne peut pas y avoir d'enfants à l'hôtel, je pense qu'on assume nos responsabilités, tous collectivement, en tant que nation qui n'accepte pas que des gamins de 15 ans, dans certains cas, pas dans tous, dans certains cas, n'ont aucun accompagnement éducatif, sont abandonnés à eux-mêmes. Madame la sénatrice, moi je ne tombe pas dans la généralité, c'est une réalité. Et le confinement a exacerbé ça, dans certains cas, de façon dramatique. Bon, je sais que vous me rejoignez sur ce point-là. Et je vous le répète, je ne fais pas d'idéologie, je vais vous dire, je ne fais pas de politique sur ces sujets-là. J'ai conscience, je sais pourquoi des enfants sont aujourd'hui à l'hôtel. C'est moi qui ai commandé à l'IGAS, il y a 1 an, un rapport, déjà pour connaître la réalité de la situation. Parce que tout le monde en parle sans savoir précisément de quoi on parle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a entre 7 000 et 10 000 mineurs qui sont à l'hôtel, que dans 95% des cas, ce sont effectivement des mineurs non accompagnés. Dans 5% des cas, ce sont des enfants à parcours dit complexe. On y reviendra si vous le souhaitez. Oui, je pense qu'il faut collectivement que l'on s'assigne un principe d'interdiction de mineurs à l'hôtel. Je pense que nos concitoyens ne comprendraient pas l'inverse. Et il faut, monsieur le sénateur, pour être pragmatique, proposer des alternatives, proposer même un encadrement strict dans le temps, sur les modalités d'accompagnement, sur le type d'hôtel, pour que de façon temporaire, pour faire face à une situation telle que celle que les départements ont connue aux fortes années d'arrivée de MNA, on puisse faire face à la situation. Voilà, c'est la démarche qu'on va initier et sur laquelle on va travailler ensemble avec les départements et avec l'Assemblée des départements de France. Merci, monsieur le ministre. Une réplique, oui, monsieur Cadec. Oui, rapide. Non, chers collègues, non, vous ne pouvez pas, vous avez dépassé les 2 minutes. Il y a une règle qui fait que quand on a dépassé les 2 minutes, on n'a pas de réplique. Je suis désolé. Non, mais je vous en prie, monsieur le Président. Président. C'est comme ça. Donc la parole est à Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Merci, Président. Monsieur le ministre, j'aimerais partager avec vous un témoignage. En septembre dernier, quelques jours après l'attentat qui a eu lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, j'ai pu m'entretenir avec une famille accueillant 3 mineurs isolés étrangers. 2 d'entre eux, jeunes gens de nationalité pakistanaise, venaient du foyer d'où provenait l'auteur de l'attentat. Et je dois dire que plusieurs points m'ont interpellé au cours de mes échanges avec la famille d'accueil. Premièrement, ces 2 jeunes mineurs considéraient de bonne foi le blasphème comme un crime. Ils approuvaient même l'attentat qui venait d'être commis. Le couple qui les accueille, contre l'avis des éducateurs, a pris le parti de leur enlever quelque temps après l'attentat leur téléphone, biais par lequel ils entretenaient des liens avec d'autres personnes partageant cette opinion. Les 2 mineurs ont également eu une entrevue avec la gendarmerie. J'étais surpris de constater qu'aucun suivi éducatif ni pédagogique ne leur avait été apporté dans leur foyer d'origine. Pas de cours d'éducation civique leur permettant de s'intégrer dans l'acquisition des valeurs de la nation française. En fait, ils viennent avec leur culture et ignorent la nôtre.
À ce titre, l'insertion en lieu de vie plutôt qu'en foyer semble être une bien meilleure solution. Les lieux de vie sont sous-utilisés, nos départements manquent de moyens pour réaliser ces accueils dans de bonnes conditions. Dans le témoignage que j'ai recueilli, les accueillants m'ont affirmé que ces jeunes gardaient des contacts réguliers avec leur famille. Dans ces cas-là, si l'on connaît les parents, que l'on peut les identifier, pourquoi ces jeunes restent-ils en France ? Enfin, les passeurs sont souvent connus dans le cas des mineurs non accompagnés. Et c'était le cas pour ces deux jeunes. Ces gens utilisent la misère du monde. C'est inadmissible. Monsieur le ministre, quels sont les moyens mis en œuvre au niveau français et européen pour les arrêter et démanteler ces filières ? Aussi, quelles discussions sont en cours avec les pays de départ des mineurs non accompagnés sur ces sujets ? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le sénateur. Vous évoquez énormément de sujets. Vous vous référez à un cas dramatique, d'ailleurs qui avait, c'est pas ce que vous faites du tout, mais à l'époque, et j'en avais beaucoup discuté avec la présidente du conseil départemental, Mme Kavecki, avec la vice-présidente en charge de l'enfance, qui avait suscité un certain nombre d'amalgames à l'époque, puisque souvenez-vous, c'était un jeune qui était passé par l'aide sociale à l'enfance, mais qui en réalité n'était pas mineur réellement, et il avait l'enquête, oui, effectivement, les services départementaux, vous avez raison, avaient estimé qu'il n'était pas mineur, et l'enquête faite administrative avait montré qu'il n'y avait eu aucun signe de radicalisation au sein du foyer. Bon. Je m'étonne d'entendre que des jeunes n'ont pas de suivi éducatif, puisque normalement c'est un principe de base, et les travailleurs sociaux sont soumis aux mêmes règles de signalement, de suspicion de radicalisation s'ils sont confrontés à ce genre de situation. À l'époque d'ailleurs, avec le ministère de l'Intérieur, nous avions un peu investigué pour savoir ce qu'il en était, et peu de signes inquiétants ne remontaient des foyers ou des familles d'accueil. Très brièvement, merci d'appréhender le sujet dans son entièreté et son intégralité. Oui, évidemment, il y a une action à mener avec les pays d'origine. Policière, de lutte contre les passeurs et les trafics, car un certain nombre de ces enfants sont effectivement victimes de ce qui est de la traite, ni plus ni moins. Et puis parce que par ailleurs, moi j'ai toujours considéré, là aussi sans aucune idéologie et avec grande humilité, car c'est un sujet qui est complexe, on va se le dire, qui nous anime aussi s'agissant des questions migratoires plus largement, depuis des années. Moi je considère effectivement que tout faire pour éviter qu'un môme de 15 ans se mette sur un canot pneumatique pour traverser la Méditerranée, c'est de la protection de l'enfance. Et que nous avons une responsabilité pour essayer de faire en sorte qu'ils ne partent pas. Donc ce sont à la fois la lutte contre les filières clandestines, et puis ce sont des discussions avec les pays sources pour retenir les enfants, et puis j'y reviendrai peut-être, c'est aussi tout un travail mené par le ministère de l'Intérieur sur l'état civil et la reconstruction de l'état civil dans un certain nombre de pays d'origine. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, malgré une baisse conséquente des arrivées en 2020, la situation alarmante dans laquelle se retrouvent les mineurs non accompagnés perdure. En effet, les délais de traitement des recours de reconnaissance de minorité auprès d'un juge peuvent varier entre 6 et 24 mois, et certains jeunes arrivent à majorité avant d'obtenir une réponse. Par ailleurs, on note de grandes disparités territoriales. Dans certains départements, l'évaluation de ces mineurs ne va durer qu'un seul jour. Dans d'autres, ils seront placés à l'hôtel pendant plus de 6 mois. Mais d'une part, le placement en hôtel a été décrié dans un récent rapport de l'IGAS, et je vous ai sur ce sujet interpellé par une question écrite le 4 février dernier. D'autre part, les évaluations ne durant qu'un jour ne sont pas plus vertueuses, car souvent elles sont expéditives et les jeunes sont directement remis à la rue. Toute situation comprise, ils se retrouvent ainsi confrontés à des problèmes d'hébergement et de scolarisation et ne font l'objet pour beaucoup d'entre eux d'aucune prise en charge sanitaire, notamment dentaire. Ceci est problématique en plein hiver et en pleine pandémie. De ce fait, non seulement il apparaît urgent d'appliquer immédiatement la présomption de minorité pour ces jeunes en recours, mais il convient aussi d'aller au-delà
est de tout simplement prendre en compte leur vulnérabilité afin qu'ils aient accès à une réelle prise en charge pluridisciplinaire. Les associations qui pallient ces carences ne peuvent pas remplacer à elles seules l'État. Quand celui-ci prendra-t-il ses responsabilités? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Benbassa. Déjà, vous dire qu'en moyenne, parce que vous parliez de délai, en moyenne aujourd'hui les conseils départementaux, directement ou les associations qu'ils ont déléguées à cet égard, évaluent en moyenne sous 15 jours. Et ces dernières années, il y a eu une réduction. Non, mais c'était un vrai sujet. Il y a eu une réduction des délais. Et d'ailleurs, les contributions financières de l'État vers les départements, telles que je vous les exposais tout à l'heure, notamment les 90 € pendant 14 jours, on s'est calé aussi. Et ça avait un effet levier pour essayer aussi de réduire les délais d'instruction et d'évaluation et puis de mise à l'abri. Donc, premier élément. Deuxième élément, qui n'est pas toujours effectivement compris par les associations. Et chacun est dans son rôle, mais le fait de recourir... une fois que vous n'avez pas été évalué majeur par les services d'évaluation, vous n'êtes pas évalué mineur, vous êtes considéré comme n'étant pas mineur et comme vous êtes comme majeur. Et le fait de recourir au juge, ce que font effectivement un certain nombre d'associations, un certain nombre de jeunes avec des associations, de façon assez systématique dans un certain nombre de territoires, n'est pas un appel. Ça n'a pas vocation d'appel de recourir à la justice. Et donc, effectivement, ils sont considérés comme majeurs et ne bénéficient pas. Mais une fois encore, notre dispositif, avec tous ses bienfaits, toutes ses difficultés, ses limites, ses points de friction, de tension, doit être là pour protéger avant tout les mineurs et ceux qui ont été reconnus comme mineurs. C'est un peu les mêmes problématiques que sur l'asile. Non mais ce qu'on veut, c'est protéger déjà avant tout ceux qui en ont le droit et pas prendre le risque que les vrais mineurs souffrent d'un système qui ne tient plus la route parce qu'il est embolisé par des gens qui ne sont pas mineurs. 2018, près de 40 000 personnes qui viennent se déclarer mineurs, in fine 17 à 18 000 qui sont effectivement mineurs. Voilà. Oui, Madame Benbassa. Merci, Monsieur le ministre, mais je vais vous dire quand même que plus de la moitié des jeunes en recours, accompagnés par des associations, sont finalement reconnus mineurs par un juge ou la cour d'appel, ce qui représente des centaines de mineurs laissés par erreur dans la rue ou pendant de longs mois, voire des années. Monsieur le ministre, j'ai suivi pendant plus d'un mois les mineurs qui étaient il faut conclure, dans le 11e arrondissement. Vous avez dépassé votre droit de réplique. Pour le moment, la ville a placé 40... Madame Benbassa, vous avez dépassé... 40 d'entre eux dans un centre et les 60 autres sont dans la rue. Madame Benbassa, merci. Non, mais écoutez, il y a un règlement et c'est vrai qu'il y a un droit de réplique pour quelques secondes quand on n'a pas dépassé les 2 minutes, mais il faut essayer de respecter, sinon on n'arrivera pas au bout de notre débat et on va déborder largement sur la soirée, ce qui va retarder encore plus le débat de ce soir. Voilà. La parole est à Monsieur Thani Mohamed Soilihi pour le groupe RDPI pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lorsqu'elle porte sur Mayotte, la question des mineurs non accompagnés déborde largement le champ de la politique de l'aide sociale à l'enfance ou du secteur associatif. La situation du 101e département reste en effet singulière sur le territoire national. Je ne peux pas éluder, en disant cela, les événements très graves qui se produisent sur le sol mahorais, opposant des bandes de jeunes armés et qui ont très récemment tué 2 mineurs. La particularité se retrouve également dans les chiffres rappelés par le dernier rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes sur le sujet. Notamment, plus de 4 000 MNA sont dénombrés en 2016. Alors qu'au niveau national, les MNA représentent entre 15 et 20% des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2018, ils représentent plus du double à Mayotte dans une proportion qui a elle-même presque doublé en 2 ans. Cette situation est d'ailleurs caractérisée d'atypique par la Cour des comptes qui,
dans son rapport de 2020, justifie ainsi le fait que ce département ne soit pas pris en compte dans les données nationales qu'elle utilise. Cette spécificité, c'est aussi celle de la situation géographique de Mayotte, qui se traduit par une pression migratoire insupportable depuis les Comores. Par l'absence aussi de répartition entre départements de la prise en charge des MNA se trouvant sur le sol mahorais, livrés à une grande précarité et à toutes les vulnérabilités. La complexité est grande, Monsieur le ministre, j'en ai bien conscience, et la solution ne peut se faire au mépris du droit. Toutefois, vous vous êtes rendu dans notre territoire en octobre dernier et avez pu constater ces difficultés. À ce titre, quel bilan pouvez-vous dresser de l'action de l'État en appui du département? Je pense notamment à la Convention de 2017 relative au concours en faveur de l'aide sociale à l'enfance. Dans la continuité, quelles actions sont-elles envisagées afin de traiter cette réelle difficulté de prise en charge des MNA dans notre département? Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Vous l'avez dit, la situation à Mayotte est pour le moins atypique. Et moi, j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas, depuis Paris, comprendre ce qu'était la réalité de la situation sans s'y rendre, sans quasiment le sentir dans sa chair. J'ai fait le même raisonnement d'ailleurs pour la Guyane. Je me suis rendu en Guyane l'année dernière et je me suis rendu, vous l'avez rappelé, à Mayotte en octobre dernier avec vous. Et je vous en remercie. La situation est éminemment complexe. Stricto sensu, ce sont en réalité 300 mineurs non accompagnés, mais effectivement 4000 jeunes qui ne sont pas totalement isolés, puisque un grand nombre d'entre eux, une très très grande majorité d'entre eux, ne sont pas isolés. En réalité, ils ont des membres de leur famille qui sont sur le territoire mahorais. Mais ce sont 300 qui le sont totalement. Vous l'avez évoqué, une convention spécifique a été mise en place, support de l'État de 10 millions d'euros chaque année, qui va arriver à son terme d'ailleurs à la fin de cette année. Nous sommes en train de travailler, réfléchir à comment nous pouvons poursuivre cette dotation exceptionnelle. Par ailleurs, vous le savez, au moment de ma venue, j'ai apporté un concours financier exceptionnel de 2 millions d'euros à destination non pas du conseil départemental, mais directement des associations qui opèrent auprès des enfants à Mayotte, afin de les aider à créer des places supplémentaires, mettre en place des dispositifs de prévention spécialisés, etc. J'ai par ailleurs tendu la main au président du conseil départemental, proposant de contractualiser avec l'État dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance que j'ai déployée. Le président m'a dit qu'il y réfléchissait. Je suis toujours à sa disposition, évidemment, pour accompagner le territoire. Et puis, il y a aussi la politique de reconduite à la frontière, qui est importante. Ce sont 27 000 personnes, pas que des enfants, 27 000 personnes qui ont été reconduites, essentiellement aux Comores, pour l'année 2019, avec un objectif à peu près similaire pour l'année 2020. Voilà, c'est l'ensemble de ces dispositions-là qui doivent aider le territoire à faire face à ces difficultés que vous évoquez. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à la présidente Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis 2 ans, la quiétude et la sérénité qui caractérisaient notre belle ville de Bordeaux sont perturbées par l'afflux massif de jeunes étrangers isolés. Ils sont livrés à eux-mêmes, errant dans le centre-ville et devenant ainsi les proies idéales de réseaux de traite d'êtres humains. La hausse des violences est sans précédent. Vol à l'arraché, cambriolage, agressions, trafic de stupéfiants et d'armes sont devenus monnaie courante. Pour la préfecture, plus de 40% de la délinquance des mineurs à Bordeaux serait le fait de ces mineurs non accompagnés. 1400 ont d'ores et déjà été pris en charge par le département, mais au moins 200 posent encore problème. Pourtant, seule une trentaine d'entre eux seraient réellement âgés de moins de 18 ans. À Bordeaux, si ce phénomène inquiète autant nos habitants qu'il ne désarme nos forces de police, à Paris, il nous fait débattre alors que nous ne sommes toujours pas dotés sur le terrain d'outils pour les identifier correctement. Nous devons faire ici l'aveu de l'échec de notre politique d'évaluation de l'âge de ces étrangers, malgré quelques coopérations fructueuses, mais lourdes, avec l'Espagne. Nous devons mettre un terme aux polémiques stériles qui surgissent de toutes parts et nous empêchent d'avancer. Sur les tests osseux, l'avis du Conseil constitutionnel de 2019 aurait dû mettre un point d'arrêt à certaines controverses injustifiées. D'autant que ces examens radiologiques sous-exploités sont la seule alternative pour régler l'épineuse question de la présomption de minorité. Monsieur le ministre, pourquoi, lorsqu'un jeune migrant souhaite contester la décision du département devant un juge pour enfants,
seul habilité à statuer définitivement sur l'âge, le recours aux radiographies osseuses n'est pas systématique. Pourquoi cette demande d'appel ne constitue-t-elle pas une expression de consentement de sa part? Je vous remercie de nous éclairer sur ces points. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice. Sur la question de l'évaluation, c'est un sujet complexe. Et une fois encore, dans le droit et dans les faits, les tests osseux ne garantissent pas de connaître précisément l'âge. Ce sont même les scientifiques qui nous le disent. C'est un fait scientifique et c'est encore plus vrai dans cette période entre 15 et 18 ans où le développement du corps fait qu'il est très difficile, à plusieurs mois près, de déterminer l'âge. Et donc il serait impossible, avec certitude, de savoir si un jeune a 17 ans et demi ou 18 ans et demi. Bon. Ça, ce sont les faits. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a réaffirmé la nécessité que ces tests osseux, sur décision d'un juge, pas systématique, sur décision d'un juge, fassent office d'un élément, d'un faisceau d'indices mobilisés pour évaluer la minorité, avec notamment l'entretien d'évaluation sociale, qui a été redéfini par l'arrêté du 20 novembre 2019, qui doivent aborder explicitement les éléments permettant de déterminer l'âge ou l'état civil, les éléments relatifs à son état de vulnérabilité, les éléments de son projet personnel qui ont émergé lors de l'évaluation, ou encore les éléments relevés lors des entretiens qui peuvent faire douter, là pour le coup, de la minorité ou de l'isolement. Voilà. C'est l'ensemble de ces éléments qui doivent être appréciés, avec une fois encore politique de précision et d'homogénéisation de la part des services DGCS, je l'évoquais, mais aussi ministère de l'Intérieur et DPJJ, que j'ai oublié tout à l'heure. Puis par ailleurs, Madame la sénatrice, vous êtes en Gironde, sauf erreur. Il y a tout de même la question de l'utilisation du fichier d'aide d'évaluation à la minorité, qui, dans les 80, et non pas, on n'était pas exactement d'accord, monsieur le sénateur, dans les 80 départements qui aujourd'hui l'utilisent ou sont sur le point de l'utiliser, ça a conduit à une baisse de 20 à 30% des jeunes qui se présentent. Parce que oui, il y avait du nomadisme administratif. Et il est important que, de mon point de vue, que l'ensemble des départements utilisent effectivement ce fichier pour la bonne tenue de l'ensemble du système, et puis aussi parce que c'est un élément de protection des enfants. Merci beaucoup. Pas de réplique, Mme Delattre. Donc la parole est à Annick Jacquemet pour le groupe Union Centriste pour 2 minutes. Pardon, mais je n'avais pas compris. J'avais quelques secondes, pardon, merci. Les MNA représentent entre 15 et 20% des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ce coût de la prise en charge est estimé en moyenne à 50 000 € par mineur et par an, bien plus qu'une radiographie osseuse. Et je peux vous assurer que pour certains scientifiques, ces radiographies sont fiables. Il faut trouver le moyen de rendre obligatoire ce test, car beaucoup de mineurs sont en fait des majeurs. Vous parliez d'un fichier, moi je vous parle de la collaboration que l'on a avec en Espagne, qui effectivement, comme je vous le disais, est lourde à mettre en place, mais beaucoup de mineurs en France sont en fait majeurs en Espagne, parce que vous savez qu'en Espagne, les droits pour les majeurs sont beaucoup plus grands que les mineurs en France. Merci, c'est important de pouvoir y arriver. Merci. Madame Annick Jacquemet pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après une dizaine d'années d'augmentation exponentielle du nombre de MNA accueillis dans nos départements, le nombre de jeunes mineurs étrangers semble se stabiliser. Il est temps maintenant de faire fonctionner correctement le système. Les départements réclament de la cohérence entre l'action de chaque intervenant, la justice, l'État et les collectivités. Le système souffre en effet d'un parcours en 2 étapes qui crée de fausses espérances pour les jeunes et des coûts indus importants pour les collectivités. J'attire votre attention, Monsieur le Ministre, sur ce qui pourrait constituer une incohérence dans la mise en œuvre de notre politique publique. L'étape 1, un accueil par la protection de l'enfance, où le doute sur la minorité profite à l'intéressé et où l'état civil est rarement reconstitué. Les jeunes bénéficient alors d'un système très généreux qui va les accueillir, les former, les accompagner pendant des mois, voire des années, sans se soucier et sans avoir de certitude sur la suite de leur parcours. Et l'étape 2, lors du passage à la majorité, les services de l'État peuvent légitimement relever des doutes sérieux sur leur identité et refuser l'accès au séjour ou à la nationalité française et les reconduire à la frontière.
Il apparaît donc nécessaire de fixer très rapidement, dès l'arrivée des MNA en France, les chances pour eux d'y rester durablement avant qu'ils ne prennent racine dans notre pays sans espoir de pouvoir y rester. Et on a évoqué le jeune Traoré. Le fichier AEM est très efficace. Il apporte toutes les garanties aux jeunes en matière de recours devant le juge des enfants. Son utilisation doit être généralisée à l'ensemble des départements. Et il est nécessaire aussi de fixer très rapidement les chances pour les MNA de rester durablement dans notre pays, en rendant obligatoire le dépôt anticipé d'une demande de titre de séjour 6 mois après leur arrivée, en mobilisant le réseau diplomatique pour que les jeunes et les administrations obtiennent des réponses plus fiables et en garantissant une réponse rapide des préfectures. Les derniers PLF... Merci, il faut conclure. Oui. Il y a une question. Oui. Justement, ça serait articuler l'AEM et puis le parcours plus rapide au niveau de la préfecture avec une réponse rapide. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la sénatrice. Écoutez, tout ce que vous évoquez et appelez de vos voeux, c'est tout le sens, d'une part, effectivement, du fichier AEM, à l'occasion duquel les services de la préfecture vont interroger un certain nombre de bases, notamment la base des visas, et essayer de faire une recherche documentaire, en quelque sorte, sur ce jeune-là. On sait que ce n'est pas toujours possible. On sait que parfois, il y a des états civils qui ont été, dans certains pays, qui sont notamment confrontés à la guerre. Je pense au Mali, par exemple, où l'état civil est en difficulté. Il y a d'autres pays où il y a difficulté d'autres ordres avec l'état civil. Mais en tout cas, à l'occasion, effectivement, de la mise en œuvre des procédures dans le cadre du fichier AEM, ces recherches documentaires sont effectuées. Et par ailleurs, c'est tout le sens de la circulaire du 21 septembre 2020 du ministre de l'Intérieur que j'évoquais tout à l'heure. D'une part, d'anticiper les situations, c'est-à-dire se poser la question de la trajectoire de ces jeunes, non pas 3 mois ou au jour de leur majorité, comme ça a pu arriver. Il y a quand même des situations ubuesques. À 18 ans, on se disait, alors qu'est-ce qu'on fait ? On enclenchait la procédure de régularisation, sauf que ça met 2-3 mois à le faire. Donc pendant ces 2-3 mois, l'enfant n'avait plus de papier. Donc le patron qui l'employait se retrouvait dans une situation illégale, donc mettait fin au contrat d'apprentissage. Et donc le jeune qui avait besoin de son contrat d'apprentissage pour avoir ses papiers ne pouvait plus. Bref, situation ubuesque. Donc c'est la raison pour laquelle il faut anticiper à 17 ans. Et c'est l'occasion aussi, là aussi, de faire cette recherche documentaire et de reconstituer l'état civil. Étant entendu que si lors de ces procédures on se rend compte par la survenance d'éléments nouveaux qu'un jeune n'est manifestement pas mineur, eh bien on mettra fin à la prise en charge parce que la majorité sera déclarée à ce moment-là. Il aura toujours la possibilité d'aller devant le juge pour contester, mais toujours est-il qu'on aura pu acter de la situation. Voilà, donc tout ce que vous appelez dans vos voeux, je pense que c'est l'esprit et des procédures AEM et de la circulaire du 21 septembre. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Victoire Jasmin pour le groupe socialiste écologiste républicain pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je remercie aussi le groupe républicain. Grâce à ce groupe, nous évoquons ce sujet épineux ce soir. Alors, en Outre-mer, c'est particulier. La situation géographique permet, évidemment, par rapport aux zones frontalières, de recevoir beaucoup de personnes en situation irrégulière, et particulièrement des mineurs. Je ne vais pas évoquer la situation de Mayotte, parce que mon collègue vient de le faire. Mais en Guyane, c'est la catastrophe. J'étais en Guyane il n'y a pas bien longtemps et j'ai constaté à Saint-Gelon-Rendu-Maroni que le fleuve est régulièrement traversé et que cela alimente des réseaux de drogue. On utilise les enfants, les jeunes, comme étant des transporteurs de drogue. Aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, là aussi, il y a pas mal d'enfants qui arrivent, qui ne sont pas forcément seuls quelquefois, parce qu'ils sont confiés à des personnes qui ne sont pas forcément de leur famille, mais ils n'ont pas de droit parce qu'ils n'ont pas de lien de parenté. Et là, ça aussi, ça échappe. Certains sont mis dans les centres de rétention, malheureusement, et très souvent, on le voit, on attend justement qu'ils soient renvoyés sur leur territoire respectif. C'est triste, mais c'est la réalité. D'autres alimentent les réseaux de la prostitution et de la drogue et vivent dans des squats ou alors dans des endroits, dans des zones de non-droit, dirait-on. Donc il est temps aujourd'hui, Monsieur le Ministre, que l'État prenne sa responsabilité, mais aussi qu'il y ait des discussions bilatérales pour permettre à ces territoires proches des nôtres
de prendre la responsabilité qui est la leur également. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants dans des situations aussi catastrophiques, quelquefois, dans ces zones de non-droit, et face à la drogue et à la prostitution, ce qui n'est pas bon pour le pays, pour nos pays respectifs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la sénatrice. Je ne vais effectivement pas revenir sur Mayotte que nous avons évoqué avec Monsieur le sénateur. La situation est, je ne sais pas si elle est tout aussi compliquée, mais elle est effectivement complexe en Guyane. Je l'évoquais tout à l'heure, je m'y suis rendu l'année dernière pour appréhender ces sujets-là. Et vous avez raison, il y a notamment à Saint-Laurent-du-Maroni énormément de jeunes mères aussi parfois, qui traversent le fleuve. Ils sont en provenance du Suriname pour une grande partie d'entre eux. Et la coopération avec le Suriname d'un côté, avec le Brésil de l'autre, même si c'est moins prégnant avec le problème est moins prégnant avec le Brésil, les coopérations bilatérales font partie de la politique que mène le gouvernement, tout comme il le fait aussi, pas toujours simple, avec les Comores, s'agissant de Mayotte. Pour être totalement honnête, on a assez peu de données fiables sur les mineurs non accompagnés en Guyane. La principale difficulté réside dans les déclarations de naissance à l'état civil, parce qu'il y a des populations, vous le savez, vous connaissez, très éloignées en forêt amazonienne. On relève par contre pas ou peu d'enfants sans identité originaires d'autres pays proches, qu'il s'agisse d'Haïti ou du Brésil. Donc c'est essentiellement des enfants nés de mère surinamaise en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et pour les autorités surinamaises, les enfants nés sur le territoire français sont français. Et effectivement, on ne peut pas expulser des mineurs de notre territoire. Il y a aussi un devoir de protection. Ce sont à peu près 1500 enfants surinamais qui naissent en Guyane française chaque année, dont un tiers ne sont pas enregistrés à l'état civil surinamais, mais uniquement à l'état civil français. Et puis il y a la question de la prostitution, et puis il y a la question des mules que vous évoquez, où effectivement ces jeunes désœuvrés sont utilisés pour passer de la drogue. J'ai rencontré les forces de police et les douanes lors de mon voyage, et il y a une intensification des contrôles aux frontières dans les vols entre la Guyane et Paris, avec une augmentation des personnes arrêtées dans ce cadre-là. Vous arrêtez parce que sinon on va durer très longtemps avec ce débat et on va reporter le suivant très tard. Madame Jasmin, vous souhaitiez répondre, répliquer, non? Non. Donc je passe la parole à Gilbert Favreau pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais, pour ma part, parler du nombre des jeunes qui se trouvent en situation irrégulière en France. Alors, on parle tous des mêmes provenances de ces jeunes qui viennent d'Afrique ou d'Asie, qui, pour la plupart, ne sont pas mineurs, sont des majeurs, et qui, effectivement, par des artifices juridiques, très souvent, prolongent le plus longtemps possible leur présence sur le sol national. L'évaluation telle qu'elle est organisée par la France pour vérifier la minorité montre, je viens de le dire, qu'ils sont pour la plupart majeurs. Ils font un recours généralement devant la justice pour prolonger leur séjour, mais qu'ils soient faux mineurs ou majeurs anciens mineurs, de toute façon, le vrai problème, c'est que tous ces jeunes restent sur le territoire national. Et ce que je demande aujourd'hui à Monsieur le ministre, c'est de me donner les chiffres de l'évaluation de ces jeunes sur le territoire national. Je suis certain qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui sont en situation irrégulière, sans que, à mon sens, l'État n'ait jamais fait ce qu'il fallait, soit pour leur donner un statut qui soit un statut de légalité, carte de séjour ou situation de réfugié, soit ait pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire. Et je considère que
Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, ce ne sont pas les départements qui sont en cause. Les départements font leur possible pour assurer à ces jeunes, avant la majorité, les contrats de jeunes majeurs lorsqu'ils peuvent avoir des contrats de jeunes majeurs. J'en arrête là, Monsieur le Président, mais j'aimerais raisonner aujourd'hui en stock et en flux. Ce n'est pas un terme ou des termes qui s'appliquent à la matière, mais faisons le calcul, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, ravi de vous retrouver ici après avoir été vous rendre visite sur un autre sujet dans les Deux-Sèvres, lorsque vous présidiez encore récemment le conseil départemental. Monsieur le sénateur, j'avais mis en cause les départements. J'ai dit que chacun avait sa part de responsabilité, au contraire, et que c'était ensemble que nous pouvions mieux accompagner ces enfants. Rappelez quelques chiffres, puisque vous me les demandez en flux et en stock, en dépit du terme malheureux de ces chiffres, sont effectivement les 2 années là où l'arrivée de mineurs était les plus importantes, 2017-2018, c'était 20 000 mineurs non accompagnés qui se présentaient pour être évalués, 28 000 en 2018, 31 000 en 2019, qui venaient se déclarer mineurs. C'est le nombre de mineurs présents sur le territoire. Je vais essayer d'être clair. 31 000 en 2019, mineurs non accompagnés sur le territoire. C'était 44 000 qui venaient se déclarer mineurs en 2017, 51 000 en 2018, 36 000 en 2019, et n'étaient reconnus que 14 000, 17 000 et 16 000, c'est-à-dire entre 30 et 40% qui étaient effectivement déclarés mineurs. Sachez que chaque année, ce sont à peu près, c'est une estimation, 11 500 mineurs non accompagnés qui accèdent à la majorité, qui ont 18 ans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une grande partie d'entre eux arrivent sur notre territoire à 15-16 ans. Ils sont pris en charge 2-3 ans. Et ce sont 11 500 qui sont majeurs chaque année, qui donc potentiellement sortent du système. Un certain nombre d'entre eux bénéficient de contrats jeunes majeurs et donc restent dans le système de l'aide sociale à l'enfance. En 2019, ce sont 5 630 titres de séjour qui ont été délivrés à des mineurs non accompagnés et 400 titres qui ont été refusés. Voilà les chiffres dont je dispose et que je peux partager avec vous s'agissant des titres délivrés à ces mineurs lorsqu'ils atteignent leur majorité. Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Hussein Bourgi pour le groupe socialiste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, évoquer un sujet aussi sensible, aussi sérieux et aussi grave comme nous le faisons aujourd'hui oblige à parler avec générosité, mais aussi avec lucidité et gravité. Dans mon département, comme dans beaucoup de départements, et l'intervention de Madame Delattre tout à l'heure en atteste, nous avons des mineurs non accompagnés qui arrivent et des jeunes majeurs qui arrivent, qui viennent de pays où il y a la guerre. Ces jeunes, ces enfants traversent des pays, traversent des continents, traversent des mers, parfois au péril de leur vie, avec l'objectif, pour la grande majorité d'entre eux, de venir travailler pour envoyer de l'argent à leur famille. Mais la vérité m'oblige à dire qu'il y a aussi des filières mafieuses qui font venir ces enfants, qui les utilisent et qui vont provoquer un vrai problème d'ordre public qui va jeter le discrédit sur l'ensemble des mineurs non accompagnés. Dans mon département de l'Hérault, il y a très précisément 77 MNA qui ont été mis en cause l'année dernière, en 2020, dans 254 infractions. 77 mineurs non accompagnés mis en cause dans 254 infractions. Et systématiquement, lorsqu'ils passent devant la justice, on les remet en liberté à la charge du département, même lorsqu'ils sont jeunes majeurs. Alors, Monsieur le ministre, je vais vous dire ma conviction sur le sujet. Il y a 90% des MNA dans mon département qui ne posent aucun problème. Et j'ai l'honneur et la fierté d'en parrainer un certain nombre. Et notamment le dernier que j'ai parrainé a rejoint les Compagnons du Devoir le 17 décembre dernier. C'est un exemple d'intégration, c'est un modèle pour nous tous et nous toutes. En revanche, je suis obligé de vous dire qu'il y a 10% de mineurs non accompagnés ou prétendus mineurs non accompagnés dans le département qui posent un problème. Il semblerait que l'État français ait quelques difficultés à les reconduire à la frontière parce qu'ils seraient liés par le pacte de Marrakech sur les migrations, qui l'empêche de reconduire à la frontière des jeunes ou des enfants, et des jeunes surtout. Les enfants ne peuvent pas les reconduire à la frontière, mais des jeunes majeurs, parce que leur pays d'origine ne voudrait pas les recevoir.
Quelle réponse le gouvernement peut-il apporter à cette situation particulièrement critique? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur. Je l'évoquais dans mon propos introductif. Derrière ces trois lettres, il y a des réalités et des parcours et des motivations très différentes, des situations très différentes. Et vous avez raison, alors je ne sais pas si c'est 90%, mais une très très grande majorité de ces enfants, je pense, sont là pour s'intégrer, comme on dit. Se lèvent le matin, apprennent le français en 6 mois, se mettent dans des parcours professionnalisants, et il y a un certain nombre de patrons qui sont très contents de les avoir et qui vont voir le président du conseil départemental et le préfet en leur disant « mais il faut qu'ils restent ». Bon. Et puis oui, il y a des mineurs, alors d'une part, qui sont victimes de traite, qui sont victimes de délinquants, et puis qui peuvent être par ailleurs délinquants eux-mêmes. Et je vous remercie de dire qu'il faut essayer d'éviter d'amalgamer tous ces jeunes-là. C'est pour ça que je me permettais aussi de dire qu'il y avait des réalités différentes. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mineurs. Alors vous évoquiez le Maroc, je ne veux pas non plus stigmatiser le Maroc, mais effectivement, un certain nombre de jeunes qui sont là, qui viennent du Maroc, qui viennent à peu près de la même région d'ailleurs, tous, parce que les filières que vous évoquez existent bien, qui sont souvent alors, soit majeurs, soit très jeunes, soit plus jeunes d'ailleurs que les autres mineurs non accompagnés, qui ne sont pas du tout là pour s'intégrer, qui refusent d'ailleurs en fait tous les systèmes d'accompagnement. Eux, ils ne vont pas frapper à la porte du conseil départemental pour être pris en charge par l'ASE. Ils ont souvent de gros problèmes de santé, il faut le dire aussi, parce que ça nécessite... Voilà, ils sont aussi victimes, ils sont polytoxicomanes souvent, ils sont notamment au Rivotril. Alors c'est la raison pour laquelle, avec le Maroc, je me dépêche, nous avons mis en place une procédure particulière. Le ministre de l'Intérieur, puis le garde des Sceaux se sont rendus au Maroc. Un certain nombre de juges, je crois, se sont rendus également au Maroc. Un travail conjoint a été mené avec les autorités marocaines et un schéma de procédure relatif à la prise en charge des mineurs non accompagnés a été élaboré. Il permet la prise en charge de mineurs à droit constant dans le cadre des conventions de La Haye, cadre qui reste important. Schéma de protection de l'enfance, avec une coopération sur la prise de décision sur le retour de mineurs au Maroc, en fonction de la situation du mineur, et notamment une coopération pour l'exécution du retour de ces mineurs au Maroc en fonction de sa situation. C'est une circulaire du 8 février 2021. Je vous y renvoie, je suis désolé, le temps me manque, où il y a le schéma de procédure relatif à la prise en charge de ces mineurs, un questionnaire d'évaluation sociale et un formulaire Monsieur le ministre. Donc une coopération bilatérale avec ce pays-là, spécifiquement pour traiter ces sujets. La parole est à Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la question des mineurs non accompagnés, ex-mineurs isolés étrangers, qu'ils demeurent néanmoins, relève d'abord d'un sujet migratoire, donc de l'État. Le président de la République l'avait d'ailleurs reconnu avant le congrès de Rennes de l'ADF en 2018. Et pour ma part, à l'issue de ce débat, je veux attirer votre attention sur le continuum de la protection de l'enfance qui doit concerner les MNA, comme tous les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. En effet, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement de l'ASE au titre du contrat jeune majeur. Or, nombre d'entre eux doivent mettre un terme à leur parcours d'insertion en raison de leur situation administrative. Alors qu'ils sont engagés dans un parcours scolaire et ou d'apprentissage, leur majorité, faute de titre de séjour, les condamne. Les mêmes pour lesquels l'État a demandé aux conseils départementaux d'assurer la protection et la prise en charge inconditionnelle sont ensuite parfois chassés par ce même État de manière aveugle alors qu'ils sont bien souvent en phase d'insertion et de construction d'un nouveau projet de vie. Les services de l'ASE instruisent régulièrement une demande d'asile auprès de l'OFPRA ou d'accession à la nationalité française lorsque cela est possible, mais se heurtent à des blocages liés bien évidemment au fait que ces jeunes MNA ne disposent souvent pas de documents d'état civil authentifiés par les services de la PAF. Bref, nous sommes dans un cadre kafkaïen qui génère de véritables drames humains. Ces parcours interrompus stoppent l'engagement de ces jeunes. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, ils mettent aussi en difficulté des entreprises qui avaient investi dans leur parcours d'apprentissage et qui se trouvent accusées d'avoir recours au travail clandestin. Ce n'est acceptable ni pour les jeunes, ni pour les entreprises, ni pour les professionnels de l'ASE qui voient leur mission niée, ni pour nos finances publiques qui ont investi sur ces jeunes pour les abandonner ensuite. Dans mon département, le Cantal, par exemple, plusieurs jeunes sont dans cette situation et les réponses administratives apportées qui confinent à l'impuissance sont désespérantes pour tous, y compris pour notre reconquête démographique. Alors, Monsieur le Ministre, quand mettrez-vous de la cohérence et des moyens pour une gestion responsable et solidaire de la situation de ces jeunes ? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, au risque de me répéter un peu, mais c'est, je crois, tout le sens de ce que nous essayons de faire pour les mineurs non accompagnés, également pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, parce que la question
de la majorité et de la fin de la prise en charge dans un certain nombre de cas par les services de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans. Vous le savez, s'agissant de l'aide sociale à l'enfance, soulève un certain nombre de questions, difficultés, une situation dramatique parfois, avec ce qu'on appelle les sorties sèches et un certain nombre de jeunes qui du jour au lendemain ne sont plus pris en charge. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est la raison pour laquelle, là je pense pour le coup que la coopération entre l'État et les départements et ce continuum que vous évoquiez doit être mobilisé au maximum. Donc c'est tout le sens, s'agissant de l'insertion professionnelle, de cette convention que j'évoquais avec l'Union nationale des missions locales, auquel nous avons adjoint une contribution financière de la part de l'État de 500 € pour tout jeune qui ne serait pas dans un parcours d'études ou d'insertion, pour éviter justement ces fameuses sorties sèches. Et je précise ici que ça n'a pas vocation à se substituer à un éventuel contrat jeune majeur, ou en tout cas à l'accompagnement éducatif qui pourrait continuer à être nécessaire de la part du département. Et puis par ailleurs, dans le cadre de la régularisation administrative, cette nécessité de mieux anticiper les situations pour effectivement faire sortir tout le monde de l'incertitude actuelle, à commencer par le jeune évidemment, le département aussi, parce qu'il ne sait pas s'il va devoir continuer à s'occuper de ce jeune au-delà de ses 18 ans, et puis les patrons, les chefs d'entreprise. Moi j'en ai rencontré beaucoup, je l'évoquais tout à l'heure, qui effectivement sont face à ces situations. Donc essayons d'anticiper, de mieux nous coordonner, de mieux coopérer, de mieux accompagner ces jeunes-là, et effectivement de faire en sorte que cet investissement qui a été fait sur ces jeunes-là, et je le dis avec emphase et une valeur très positive, ne soit pas perdu pour l'avenir. Voilà, parce que ça pourrait s'apparenter effectivement à du gâchis dans un très grand nombre de cas. Merci, Monsieur le Ministre. Pour conclure le débat, la parole est à Monsieur Arnaud Bazin pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, conclure un tel débat est une gageure, c'est évident. En tout cas, mon propos qui va relever certains des points qui ont été traités n'a pas vocation à mettre ce point final, bien évidemment, mais à faire saillir quelques points. Le point principal sur lequel je voudrais commencer, c'est la nécessité et le caractère indispensable du débat que nous avons eu, et les 16 orateurs ont évoqué toutes les dimensions de ce débat. En effet, une politique publique qui voit son volume multiplié par 12, par 13, voire davantage, en 5 à 7 ans, doit nous interroger en tant que responsables publics. Quelles en sont les causes ? Examinons les conséquences, essayons de comprendre ce qui se passe. Ensuite, ça a été dit aussi, Monsieur le Ministre, il s'agit là d'une compétence départementale majeure, une compétence particulièrement sensible et même emblématique de l'action sociale des départements. Pour avoir siégé pendant près de 7 ans au bureau de l'Assemblée des départements de France, je puis vous assurer que l'ensemble des présidentes et présidents de départements ont à cœur de remplir cette mission, cette noble mission qui est de donner une deuxième chance à ces enfants qui ne trouvent pas toutes les chances dans leur famille. Je puis attester qu'ils y sont tous très attachés. Et c'est justement ça qui les amène à s'inquiéter de cette situation de dégradation. Ensuite, troisième point de nécessité absolue de débat, c'est parce que les départements qui sont la cheville ouvrière de ces politiques sont déjà en grande difficulté pour d'autres raisons, bien évidemment. Les dépenses sociales n'ont cessé de croître, 57 à 60% de leurs dépenses de fonctionnement maintenant. On peut déjà constater, avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques, que le RSA a encore augmenté et dans beaucoup de départements à plus de 2 chiffres, c'est tout à fait considérable. Et puis d'autre part, pèsent sur les départements des risques importants sur leurs recettes, notamment les droits de mutation à titre onéreux dans ce contexte de crise. L'impact a été déjà souligné à plusieurs reprises, il est très lourd, je n'y reviens pas. Et quatrième point, depuis 10 ans, nous sommes confrontés dans les départements à une surdité chronique de l'État qui s'inscrit dans un contexte déjà ancien de maltraitance des départements par l'État. Je vous renvoie au rapport de la mission d'information et au rapport de Cécile Cukierman dans cette mission que j'ai eu l'honneur de présider sur la place des départements dans les grandes régions. Vous connaissez tous les différentes étapes de la disparition programmée des départements avec les lois NOTRe, MAPTAM, l'étranglement financier de ces départements, avec notamment la baisse de la dotation de fonctionnement pendant le quinquennat précédent de 40%, ce qui est quand même considérable. Voilà, donc un débat absolument nécessaire dans une situation particulièrement compliquée. Et puis nous sommes là aussi face à un angle mort des politiques migratoires, et c'est apparu très clairement pendant l'ensemble du débat.
Parce que nous avons affaire maintenant à un phénomène économique. L'Eldorado européen continue à attirer les jeunes, fragilisés ou pas d'ailleurs dans leur pays, et leurs familles, qui souvent les mandatent pour en effet être source de revenus pour divers besoins qu'ils estiment avoir par la suite. Ce phénomène économique est adossé, ça a été aussi dit, à un phénomène mafieux évident. Nous connaissons bon nombre de filières, nous pouvons même vous donner les tarifs par pays et par région dans ces pays, puisque ces éléments sont apparus dans les différents départements. Enfin, et je vous le concède, Monsieur le ministre, l'évaluation de la minorité est un sujet extrêmement délicat pour lequel il n'y a pas de réponse évidente. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, quand il est venu à l'ADF, à l'Assemblée, au congrès de l'ADF en octobre 2017, a pratiquement dit que cette mission d'accueil et d'évaluation devait relever de l'État. Alors, ensuite, il a considéré que peut-être les départements pouvaient l'assurer pour le compte de l'État. Le problème, c'est que les moyens n'ont pas été au rendez-vous, loin de là, avec, on l'a rappelé, 120 millions, par exemple, d'euros de crédit pour 2021 sur ce sujet. On baisse d'ailleurs par rapport à l'année précédente, c'est difficile à comprendre. Mon troisième point de conclusion, c'est qu'à l'évidence, nous sommes confrontés à un état d'urgence qui est temporairement masqué par la crise sanitaire. On comprend bien qu'il est difficile de se déplacer en ce moment, vu la situation, mais qui est appelé à prospérer. Et nous ferions une erreur considérable en restant sur la même appréhension du problème après cette brève accalmie. Je pense qu'il faut nous mobiliser dès maintenant pour apporter des réponses qui soient plus solides que celles que nous avons pu avoir jusque-là. Enfin, dans cet état d'urgence, nous mettons en danger l'aide sociale à l'enfance elle-même dans les départements, notre capacité à l'assurer de façon satisfaisante, les départements eux-mêmes dans leurs finances, mais aussi les Français. Il a été fait état d'un certain nombre de faits délinquants qui sont quand même de plus en plus préoccupants, et notamment dans le territoire d'outre-mer. Voilà, à droit constant, y a-t-il une réponse possible? C'est à vous de nous le dire, Monsieur le ministre. Et s'il n'y en a pas à droit constant, il faudra envisager une réflexion plus large et remettre en cause beaucoup de choses dans ce pays. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le ministre.